Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Le mémorial du maquis de Meilhan est situé dans le Gers, entre le village de Gaujean et celui de Meilhan sur la commune de Villefranche. Chaque nuit, du 6 au 7 juillet, une foule vient y commémorer le martyre des 76 maquisards qui y furent massacrés par une compagnie allemande au matin du 7 juillet 1944. C'est l'occasion de rencontres. À 7-8 km à la ronde, tout le monde savait que le maquis était là. Voilà. Ça, c'est certain. Quand le jour s'est passé, on était loin quand même. À vol d'oiseau, on devait peut-être à 5 km et on moissonnait. Et on attendait la pétard. Ah bon? Oui, on attendait très bien. Vous avez connu des gens qui sont... Ah oui, j'en connaissais 3 particulièrement. Julien Blancafort, qui habitait Villefranche, Brey, c'était un réfugié qui était chez un voisin comme domestique, et Cossade. Ah oui. Cossade qui habitait la première maison à Villefranche, Nonant-sur-Meilhan, la dernière maison du village. D'accord. Et là, au niveau des... Alors ils ont pris des otages tout autour, là ils ont pris plusieurs otages. 4, oui. Ils sont là, il y avait Bajon. Bajon qui habitait ici, au sud du château d'Or, par là. Oui. Et les 3 autres, qui étaient de Villefranche, qui habitaient le long du petit chemin. Ah oui, d'accord. Labourie, Prière et bon. Et il y avait, comment il s'appelait, l'Espagnol, il était domestique au Sofares. Mariam ou non? Et Non, quel espagnol? Un républicain espagnol qui était parti d'Espagne et qui était chez Maria. Vous connaissez Maria, oui. Il était chez elle. Oui. Et Émile Sabatier m'avait raconté, il l'avait trouvé la veille au soir. Il montait ici et il n'était pas tranquille, il avait dit et il s'est fait tuer le lendemain. Il y avait un nommé maréchal Bambebon qui m'avait raconté être descendu jusqu'au ruisseau et il n'est pas sorti. Il a longé le ruisseau en remontant. Oui. Alors que par exemple Lousselot était sorti au milieu du champ là-bas. Il était arrivé au ruisseau mais il en est sorti. D'accord, oui. L'autre est resté dedans et il n'a pas bougé et ils ne sont pas allés. Il n'avait sans doute pas de chien pour chercher. Il est resté caché dans le ruisseau. Oui, il est resté caché, non, il n'est pas sorti, il n'est pas sorti du ruisseau. Ah oui, d'accord. Oui. Et les obsèques ici, elles ont eu lieu quand? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était parce que je crois que c'était le vendredi, je ne sais, ça ne devait pas être l'image. Non, mais c'était dans la foulée, quoi. Ah oui, Oui. bien Parce sûr, que bien sûr, ça, bien sûr. je le sais, parce que maman, elle est née le 9 juillet, comme toi, et elle m'a toujours dit, donc ça s'est passé dans la nuit du 6 au 7, elle m'a toujours dit, le 9 juillet, elle est venue, je crois qu'ils les ont enterrés là. Elle a vu tous ses copains enterrés là. Oui, je me souviens d'avoir vu les cercueils, parce que il faut bien faire le 90 cercueils, ça ne se fait pas en un jour. Hein, oui. Hein. Même si on mobilise tous les charpentiers, menuisiers, les charrons du coin, oui. C'est pas facile. D'autant plus que c'était en période quand même de pénurie, même de pointe.
Même de pointe, oui. Et oui, et oui. Donc, mais là, c'est là, parce qu'ils avaient enterré dans la mare. Ils n'avaient pas fait une fosse commune? Si. Ah, voilà, maman m'a Enfin, fosse commune. Ce que vous appelez... Non, les cercueils étaient à touche-touche. Oui, mais tous ensemble. Ah oui. Enfin, tous ensemble, non. Il y a une partie qui a été enterrée à l'extérieur. Il y avait les trois otages d'ici de Fraîche. Il avait été enterré à la petite chapelle qui est au nord. Là. Ah, la sœur. Julien Blancafort est enterré à Villefranche. Ceux de Simor sont enterrés à Simor. Bajon est enterré à Rojan. Oui. Parce que les familles qui voulaient les enterrer dans leur village, ceux qui s'occupaient de sépulture, ça faisait un cercueil de moins à passer. Mais ils ont quand même une croix ici, c'est ça? Ah, ils ont quand même une croix ici. Ils ont la croix ici, il n'y a pas le corps, d'accord. Et alors, si vous remarquez, la dernière croix, il y a un nom et un commune. Oui. Vous connaissez la raison? Non. C'est faire 5 rangées de 15. Parce qu'il y aurait une croix qui serait dépareillée. D'accord. Ah, oui. Oui. Ah, d'accord. Pour harmoniser les lignes, c'était quelqu'un qui... Il y a 5 rangées de 15. Ah, ouais. Ah, ben ça, je ne savais pas ça, on l'a jamais Non, c'est quelqu'un qui aimait la ligne droite, ça. Qui aimait l'alignement. Là, quand vous avez vu les corps, quand vous êtes Ah, non, les corps, je ne sais pas. Non, pas les corps, excusez-moi, les tons, les cercueils. Les cercueils. Les cercueils, oui. Voilà. Ils étaient donc... Là, ils étaient moi, je les ai vus dans le cimetière, disons. C'était la mare qu'ils ont vidé de l'eau, ils ont enlevé la base, ils ont plombé les côtés pour faire de la place. Ah oui, d'accord. Et de façon à que les cercueils y contiennent. Oui. Mais ils ont dû faire ça rapidement parce qu'ils devaient faire chaud. Oui, non, mais donc ils ne pouvaient pas traîner. De toute façon, les cercueils à touche-touche, c'était 2-3 jours après. Oui. Je ne sais pas, c'était peut-être le dimanche, ça je ne m'en souviens pas. Ça devait être le 9. Parce que Donc tout le monde était au courant que le maquis était là. Oh, oui. Ils avaient beaucoup bougé pourtant. Non, mais Je savais, j'avais 13 ans, je savais. On ne peut pas se cacher, oui. Les gens parlent tellement que c'est pas possible de garder un secret. Et alors, il y en avait 2 qui habitaient pas loin de chez nous, Julien Blancafort et Brey, qui étaient au départ des SOL. Des SOL. Et c'est quoi? C'était le service d'ordre légionnaire. C'était Pétain qui avait créé ça. Ah, d'accord. Et il portait une insigne, il y avait la Francisque. Oui. Et au débarquement, ils se considéraient comme fautifs. Et ils ont voulu un peu se réhabiliter. Et ils avaient demandé à Pierre Cassagnabert de Simor, d'après ce que j'ai entendu dire. Il s'était repenti et il voulait faire partie. Oui, et Pierre Cassagnabert lui a dit, allez-vous-en au maquis. Oui, ah oui. Pour se réhabiliter. Oui. Et ils se sont fait tuer aussi. Ils se sont fait tuer aussi. Là, nous ici, il y a encore ici, et Brey, dans la vigne, à côté du chêne. Au cours de cette commémoration intergénérationnelle, on assiste à un défilé au flambeau d'enfants. Il ouvre la cérémonie. Descendant de leur retraite, souffrant des luttes en jour et nuit, nos amis du maquis, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la mort, bravant ses chiens,
On y écoute le récit de cette tragédie. Il y a 78 ans que cette date du 7 juillet s'inscrivait à tout jamais dans l'histoire de notre région. Ce jour-là, en effet, un mois après le débarquement allié sur les côtes normandes, en pleine période d'organisation insurrectionnelle, une colonne allemande forte de centaines d'hommes bien armés, partie de la Nemezan dans la nuit du 6 au 7, attaquait ici même, au petit matin, un important maquis comptant environ 95 membres, qui avait pour chef le docteur Reynaud de Lombez et le commandant Marcelin, militaire de carrière. Une chorale participe à l'événement. Avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé et la barque de l'arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. Ce n'est que nos revoirs éclairs, ce n'est que nos revoirs, oui. À l'appel des morts, l'assistance répond « Mort pour la France ». Camille Aviateur. Campoy Antoine. Caussade Jean. Bayonne Marcel. Beria Gabriel. Romor. De jeunes gens lisent quelques poèmes. Ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice. Après un grand silence, les cloches de la paix dans le ciel de France se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre. C'était la der des der, mais cette Grande Guerre ne fut pas la dernière. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Claude Béros interprète un chant qu'il a écrit sur l'air de Nuit et brouillard de Jean Ferrat. Ils étaient quelques-uns qui dormaient à l'arrêt, sous les toits d'une vieille maison abandonnée. Ils étaient quelques-uns qui dormaient au Priou, en cette nuit d'été où chantaient les hiboux. Quelque peu isolées, ces fermes étaient voisines, elles étaient toutes deux perchées sur des collines. Elles étaient délabrées, mais quand venait le soir, elles cachaient pour la nuit, près de San Maquisard. Venus d'un peu partout pour délivrer la France, ils étaient arrivés, messagers d'espérance. Ils n'étaient pas vraiment des soldats, des guerriers, mais ils ne voulaient plus le pays occupé. Avec des jeunes gens, il y avait des grands-pères, au maquis de Meillan, c'était pendant la guerre. Ils étaient patriotes, ils étaient résistants, et la fleur au fusil, ils allaient insouciants. Mais par cette nuit-là, il n'y avait pas de lune, et ils ne virent pas venir leur infortune. Je n'avais que 5 ans en ce mois de juillet, je n'avais que 5 ans, mais n'oublierai jamais. Les soldats allemands venant je ne sais d'où, les soldats allemands venant à pas de loup,
les soldats allemands venant sournoisement afin de massacrer le maquis de Meilhan. Ils furent encerclés à l'arrêt au Priou, ignorant que leur mort avait pris rendez-vous la nuit du 6 juillet 1944 et que le lendemain, elle viendrait les abattre. Comme tant de héros qui défendaient la France, ils tombèrent ainsi malgré leur résistance. Ils avaient soif de paix, soif de liberté, mais ils ne virent pas le pays libéré. Aujourd'hui, une plaque nous rappelle toujours le nom des maquisards tombés au petit jour et celui des otages amenés jusqu'ici pour être assassinés par d'infâmes nazis. Réunis par la mort, tous dorment au Priou, auprès de vieilles ruines qui sont encore debout. Ils ont donné leur vie pour que vive la France, ils ont perdu la vie, ils sont morts pour la France. De leur dernier sommeil, ils dormaient au Priou, tout près de quelques murs qui étaient encore debout. Ils se sont endormis au bout de leur souffrance, ils se sont endormis. Amis, faisons silence. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Je m'appelle, comme vous le savez, certains le savent, je m'appelle Claude Béros. Je suis né le 2 avril 1939 dans un petit village qui est situé à environ 1 km à vol d'oiseau dans la direction de l'Est. Et j'ai vécu le 7 juillet 1944 à l'âge de 5 ans. Donc je ne peux pas vous dire grand chose de plus que ce que j'ai vu et entendu ce jour-là. Mais ce que j'ai vu et entendu ce jour-là est gravé dans ma mémoire et je pense que je ne l'oublierai jamais. Ce 7 juillet 1944, j'étais dans mon lit à 6 h du matin. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait des grandes basses-cours dans les fermes. Et ma maman, je dirais toujours ma maman et mon papa, si vous le permettez, ma maman avait des oisons qui étaient déjà, on va dire, adolescents, entre guillemets, de gros oisons. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelait des auges en bois. Or, quand les oisons s'alimentaient dans les auges en bois, ils tapaient du bec, et on aurait dit un clap, 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 on entendait, qui était significatif de... Ils s'étaient échappés, ils nous piquaient la nourriture quand il était trop tôt le matin. Dans ce matin du 7 juillet, maman a entendu un fameux clap, 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 et elle a dit, mes oisons se sont échappés, ils sont en train de boulotter la nourriture, il faut que j'aille voir où ils sont. Or, ce n'était pas un clap, clap, clap d'oisons, c'était la fusillade au maquis de Meilhan, qui avait commencé très tôt, c'est-à-dire au lever du jour. Et comme elle était un petit peu au courant de la présence de ce maquis, qui était arrivé depuis un mois environ, elle s'est dit que la situation était grave. Mon papa était métayer à Serres, qui se trouve à peu près à 3 km d'ici, dans une direction opposée. Il était là-bas, donc maman était seule avec ma grand-mère maternelle. Et ce qu'on a cherché en premier, c'est à se mettre à l'abri. À se mettre à l'abri. Déjà chez nous, mais quand on a vu que ça s'intensifiait, que la fusillade s'intensifiait et tout, on s'est réfugié chez des voisins que certains parmi nous doivent connaître, dont certains d'entre nous doivent connaître ou se souvenir, les Camillots, village, qui habitaient tout près de l'école. C'était des Italiens qui étaient réfugiés en France et qui travaillaient à Gaujan. Monsieur Camillot était employé au moulin du Massès et Madame Camillot était couturière. Ils avaient 2 filles qui étaient mes amies, mes camarades de... Voilà, Odette était un peu plus grande, Marie-Hélène était un peu plus jeune. Donc on est allé chez eux. Et Monsieur Sénac, mon instituteur, et sa fille sont venus nous rejoindre. Je vous en parlerai tout à l'heure si je peux vous y conduire. C'est chez eux qu'on a eu, je pense, une chance inouïe. Parce que nous étions 7 sur la porte de la maison des Camillots, une porte normale, tout à fait normale. Et, à un moment donné, une balle a traversé les 7 personnes. Et elle s'est figée dans la pièce. Heureusement, elle n'a touché personne. Et on m'a toujours dit que c'était une balle perdue. Or, je dis non, ce n'était pas une balle perdue. Parce que nous sommes ici au lieu du combat.
Le village où nous étions est à l'est et la balle venait du sud. Donc c'était impossible sur une balle perdue, quoi. On nous a bien tiré dessus. Et on a continué jusqu'à ce qu'on aille dans une ferme voisine chez les Lagrolais. Bref, voilà, mais c'est pas le plus important de l'histoire. Revenons au maquis de Meillan. Il faut savoir que ce maquis de Meillan a été formé le 9 juin 1944, c'est-à-dire quelques jours après le débarquement de Normandie. Il a été formé par le docteur Reynaud, qui avait eu quelques démêlés avec, comment dirais-je, les personnes à la botte de l'ennemi, disons, qu'il avait dénoncé, poursuivi. Il avait même été emprisonné quelques jours à Auch. Et à partir du moment où il a été libéré, il s'est dit, je rentre carrément dans la résistance, je monte un maquis. Et voilà. Donc cela, c'était la formation du maquis de Meillan a eu lieu le 9 juin 1944, que je me répète, à Simore, chez M. Cassagnabert. Et il a été formé à partir de deux maquis distincts, qui étaient déjà existants, mais qui étaient des petits groupes. Le groupe Escalas de l'Île-en-Dodon, une vingtaine de personnes, de jeunes, et le groupe Péry de Masseb, un peu moins. Mais le groupe Péry de Masseb avait un vécu. Et ce vécu, il s'était il est remonté au début de l'année 1944. Donc il était parrainé par Christian Fontan, qui s'occupait de l'armée secrète pour la région. Et ce maquis avait eu des démêlés avec la milice le 3 juin, c'était un peu antérieur à la formation du maquis, là, dans les bois d'Aroued. Ils avaient été prévenus qu'ils allaient être attaqués par la milice, par une prisonnière de la milice de Masseb, justement, mademoiselle Cavagnol, et étant prévenus, ils ont pu se défendre. Donc la milice a eu finalement, c'est eux qui ont gagné, la milice a eu un tué et plusieurs blessés, le maquis rien du tout, et à la suite de cet accrochage, ils se sont réfugiés dans la famille Laforgue, à Gaujean, qui les a hébergés jusqu'à leur départ dans la forêt de Salerme, qui est proche de l'Île-en-Dodon. Voilà, ça c'était avant le regroupement. Donc, c'était quelques jours avant le regroupement. Quelques jours après, les deux petits maquis se sont retrouvés sous les ordres du docteur Reynaud à Simore. Ils ont créé, entre guillemets, fondé le maquis Reynaud, qui a passé la première nuit de son existence au presbytère de Beccavaguin. Excusez-moi. Beccavaguin. De là, ils sont allés à Tachoir, au lieu dit Le Plan. Et au Plan, le maquis a commencé à grossir. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont enrôlées volontairement. Si bien que quand ils sont arrivés ici le 24 ou le 25 juin, quelques jours plus tard, ils étaient pas loin de la centaine. Et cette centaine de garçons étaient cantonnés sur deux lieux différents. Ils étaient cantonnés à l'Arrêt, la ferme que nous apercevons sur la colline au sud, et ici. Là-bas, il y avait les jeunes qui n'étaient pas formés encore, ils étaient en formation, ils apprenaient à utiliser une arme, à l'entretenir, à s'en servir. Et ici, on va dire qu'il y avait un peu les soldats un peu plus expérimentés. Manque de chance, ce maquis a été probablement connu, enfin le lieu de refuge de ce maquis a été connu, certainement divulgué, et dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944, une colonne allemande venant de Lannemezan est venue les retrouver pour l'anéantir. Pour mieux arriver à ses fins, la colonne s'est divisée en deux à Castelnau-Magnoac, un village entre Lannemezan et Meillan. Donc une partie de la colonne a pris la vallée du Gers, c'est-à-dire à l'ouest, elle est arrivée par l'ouest, par Masseb, et l'autre partie est arrivée par la vallée de la Gimone. Et si ceux qui sont arrivés par la vallée du Gers n'ont pas été repérés, ceux qui sont arrivés par la vallée de la Gimone l'ont été pour la bonne raison que le grand-père de Michel, Gaston Laforgue, a trouvé au matin du 7 juillet 1944, a découvert un camion qui était remisé dans l'allée de sa maison. Or, ça lui a mis la puce à l'oreille, il a compris tout de suite qu'une menace planait pour le maquis, il a dépêché son fils Jean-Louis, qui est venu à travers champs, en vélo, en bâton-dit ou à pied, je ne sais pas, il était trop petit pour le savoir. Il est venu jusqu'ici prévenir le docteur Reynaud, qui savait très bien qu'une menace planait, mais qui attendait un parachutage, qui ne voulait partir que le lendemain pour la forêt de Salerme. Jean-Louis voulait absolument se battre, et le docteur lui a dit non, non, rentre chez toi, je n'ai pas d'arme pour toi, il vaut mieux que tu rentres. Et il l'a laissé rentrer. Mais, sur le chemin du retour,
il y a une ferme un peu plus loin dans cette direction, qui était la ferme de M. Gouault. Et heureusement que M. Gouault a déclaré aux Allemands qui avaient intercepté Jean-Louis et qui le menaçaient, et il leur a déclaré que c'était son ouvrier agricole. Et Jean-Louis a eu, je pense, de cette façon, et peut-être d'autres façons que je ne connais pas, la vie sauve. Et il a pu rentrer chez lui. Voilà, ceci dit, le combat était bien engagé, parce que tout à l'heure, si vous voulez, nous irons. Quand les maquis ont, aux premières lueurs du jour, ont entendu des bruits suspects, une patrouille a été envoyée par un chemin qui est là, qui en fait était le chemin de l'époque, au bas du mémorial. L'accès au maquis de Meillan se faisait par le bas du mémorial, et non par l'endroit où nous sommes venus. Donc ils venaient de là-bas, et une patrouille a été dépêchée dans cette direction, elle n'a rien vu, et pourtant les Allemands étaient en face. Au retour, au rapport qu'ils ont fait à leur chef de patrouille, ce chef leur a demandé de passer d'aller dans une autre direction par ici, et c'est là que Yvonne Desgrousilliers, que nous verrons tout à l'heure, avec 2 camarades ou 3 camarades, je ne sais plus, ils avaient un fusil mitrailleur, ils ont aperçu des Allemands sur la colline en face. Et ils ont dit, là, il ne faut pas hésiter. Mais il n'avait pas d'ordre, ils ne voulaient pas tirer. Et puis quelqu'un, un du groupe, a dit à l'autre, mais tire, qu'est-ce que tu attends pour tirer? Et le premier coup de feu a été tiré par Yvonne Desgrousilliers. Donc, je ne sais pas, je crois qu'il les a ratés. Et par contre, eux n'ont pas été ratés. Yvonne Desgrousilliers est tombé un peu plus haut, on peut aller voir la tombe tout à l'heure si vous voulez. Enfin, l'endroit où il est tombé. Voilà. Donc le combat a continué. Il n'a pas duré longtemps, pour la bonne raison que, sachant qu'ils allaient partir le lendemain, ils avaient des munitions, quelques munitions, assez justement pour avoir une importance quand même relative. Ils avaient chargé le camion de munitions, prêt à partir pour le lendemain. Et ce camion était au milieu de la cour, là. Et les résistants qui étaient ici dormaient. Ici nous sommes, alors je voulais vous le dire tout à l'heure, c'est pour ça que je fais une parenthèse, nous sommes à l'endroit où ils étaient cantonnés, nous sommes dans l'écurie des vaches ici. Au-dessus, il y avait ce qu'on appelait la fenière, la réserve de foin, et ils dormaient dans le foin ou la paille. Donc quand ils ont entendu le bruit, ils sont sortis, mais les Allemands qui étaient bien enseignés avec un mortier ont fait sauter le camion de munitions, et je crois que c'est lui qui a fait le plus gros des blessés et des tués parmi les résistants. Ils étaient dans la cour, mais quand ça a pété, passez-moi l'expression, il y a eu beaucoup de dégâts côté résistants, quoi. Et finalement, les Allemands étaient très bien armés, en surnombre, parce qu'il y a eu quelque chose qui me préoccupe dans cette histoire du maquis de Meillan. On s'efforce aujourd'hui à dire qu'il y avait pratiquement une centaine d'Allemands. Moi, je suis persuadé qu'il y en avait beaucoup plus, et j'ai toujours entendu dire qu'il y en avait beaucoup plus. De plus, c'était des hommes de métier, c'était une armée de métier, ils étaient bien armés. Je pense, comme nous le disions tout à l'heure, Bernard, qu'ils étaient bien renseignés. Donc, ils avaient pas mal d'avantages sur le maquis. Et le combat a duré 2 heures à peu près. Au bout de 2 heures, les résistants étaient tous hors d'état de combattre. Et c'est là que la sauvagerie de l'ennemi, on peut parler de sauvagerie de l'ennemi, a été telle qu'ils sont venus tous les achever d'une balle dans la tête, les défigurer, pour ne pas qu'on les reconnaisse, etc. Et voilà en gros l'histoire du maquis de Meillan. Elle n'est pas terminée d'ailleurs. Il y a eu quelques 17 qui ont pu s'échapper avant que la tenaille se referme, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils arrivaient par là, mais il y avait des Allemands d'un côté et de l'autre. Mais la principale partie était là, en face. Était là en face, à tel point que quelques jours après, papa m'y a amené, on est venu voir ce qui s'était passé. Il est venu ramasser déjà les corps l'après-midi avec d'autres voisins. Et quelques jours après, on est venu et on a découvert des tas de douilles de mitrailleuses, pas aussi hautes que le pied de la caméra, mais pas loin. Ils avaient tiré à outrance. Bon. Ils avaient poursuivi les blessés, ils avaient achevé, etc. Quoi. Sans aggraver, sans enjoliver le roman, le récit, c'était quand même horrible. Quoi. Normalement, les lois de la guerre veulent qu'un blessé, on le soigne, mais qu'on ne l'achève pas. Oui, alors si vous voulez, pour les rescapés, il y a plusieurs versions. Certains se sont échappés dans la direction sud, carrément, parce que sachant que, enfin, ils ne le savaient pas, mais la chance était avec eux, les Allemands étaient côté ouest et côté est. Ils n'avaient pas eu le temps de fermer côté sud. Donc certains ont pu s'échapper par les récoltes, les blés étaient encore hauts, ils ont pu s'échapper en se cachant par les fossés. D'autres, un notamment se serait réfugié, je crois qu'il s'agit de Jacques Chaunu, mais je ne veux pas le certifier, c'est lui.
Il s'était réfugié sur un arbre, il a vu passer des Allemands sous lui, mais évidemment il ne s'est pas manifesté, il avait bien raison, et il a pu s'en sortir comme ça. D'autres, on a dit aussi que dans la mare qui est là, un s'était sauvé en se mettant sous l'eau et respirant avec une canne. Je crois que la version est fausse, je ne sais pas. Mais il y a eu tellement de versions que, voilà. Les rescapés, d'ailleurs je le dis dans mon exposé, si vous voulez le lire, si vous voulez l'entendre tout à l'heure, ils ont eu surtout beaucoup de chance, ceux qui se sont tirés, quoi. Voilà. Ceci n'est pas tout. Il faut savoir aussi qu'après le combat, quand le maquis a été complètement anéanti, les Allemands, qui n'avaient sans doute rien d'autre de mieux à faire, passez-moi l'expression, sont allés dans les fermes voisines et ont récupéré 4 otages. 4 otages innocents, qui n'avaient rien à voir avec le maquis. Ils sont allés les chercher très loin, je vous y amènerai tout à l'heure si vous voulez. Ils sont allés les chercher très loin, ils les ont conduits jusqu'ici à coups de baïonnette, et ils ont été assassinés dans le carré d'otages que vous voyez là-bas. Pour la petite histoire, même si c'est la grande histoire, les plaques que nous verrons au sol tout à l'heure sont, paraît-il, dans le sens où on a retrouvé les corps. Elles sont disposées de telle sorte que, on dit ça, je ne le certifierai pas, mais bon. J'ai oublié de vous dire quelque chose aussi. Quand le combat a été fini, comme comment dirais-je, de la cruauté, ils ont plié bagages, passez-moi l'expression, et ils sont partis dans une ferme à côté, qu'on verra tout à l'heure si vous voulez aussi, qui était la ferme de Madame Cabirot. Et cette Madame Cabirot, ça m'amène à vous dire pourquoi le maquis de Meillan, qui était le maquis Reynaud au départ, s'appelle le maquis de Meillan, c'est tout simplement parce qu'il avait beaucoup de sympathisants au village de Meillan. Le village de Meillan est tout proche, et ici, je précise aussi parce que je ne l'ai pas dit, nous sommes en fait au maquis de Meillan, mais nous avons les pieds sur la commune de Villefranche. Voilà. Mais ce maquis avait choisi, j'ai cru comprendre, il s'appelait maquis de Meillan, parce qu'il avait beaucoup de bienfaiteurs dans le village tout proche de Meillan. À savoir que les familles les blanchissaient, je crois, leur donnaient de la nourriture. Et chez Madame Cabirot, dont je commençais à vous parler tout à l'heure, ils avaient la maman du maquis. Ils appelaient Madame Cabirot la maman du maquis. Donc, c'est dire à quel point des liens s'étaient formés entre ce village, cette dame en particulier, et le maquis de Meillan. Et comble de cruauté, quand les Allemands sont partis, ils sont arrêtés chez Madame Cabirot et ils ont festoyé chez elle. Imaginez-vous un petit peu l'état d'esprit de cette dame. Ils sont venus boire à outrance, et ils exultaient de joie parce qu'ils avaient gagné, quoi. Mais chez Madame Cabirot, ça devait être certainement très fort à vivre. Si les Allemands sont venus ici en 1944, il n'y avait pas de GPS à l'époque, il n'y avait que les cartes d'état-major. Et Lannemezan est à peu près à 35-40 km de Meillan. Donc pour venir de nuit, tomber pile au maquis de Meillan qui était entouré de forêts à l'époque, il faut quand même avoir de la chance pour y tomber pile, ou être aidé. Et on est persuadé que les Allemands ont été aidés, parce que justement on a un témoignage, c'est un témoignage d'un camarade qui n'est plus aujourd'hui, mais que j'aime bien, je parle de Maurice Abadi, qui m'a dit plusieurs fois, sinon une ou plusieurs fois, que la demi-colonne qui était venue par la Gironde était passée derrière chez lui, et que dans la colonne, il avait entendu parler français. Alors c'est quand même assez significatif, quoi. Ça pourrait être, je suis quand même d'un naturel assez tolérant, et je me suis dit, ça peut être les chauffeurs de camions, parce qu'ils avaient réquisitionné des camions civils, et des chauffeurs civils, pour venir ici, les Allemands. Mais je pense que la première version est la bonne, quelqu'un les conduisait. Comment arriver ici en pleine nuit, quand vous êtes à 50 km d'un lieu que vous n'avez jamais vu, dans les bois, c'est quand même très perdu ici. Aujourd'hui c'est dégagé, mais à l'époque c'était beaucoup plus boisé. La route qui est là-bas n'existait pas. On la doit, merci, entre parenthèses, au maquis de Meillan. Si on a une route comme ça aujourd'hui, c'est le maquis de Meillan c'est pour y venir qu'on a fait un accès. Ah oui, moi là-bas il y avait un chemin charretier, il y avait là-bas. Et maman m'a toujours dit qu'elle avait vu quelqu'un accroché au camion, un Michou. Oui. Ah ben voilà. Ah, oui, oui. Maman m'a toujours dit, les camions sont passés devant la maison, il y avait un monsieur avec un vélo qui se tenait au camion. Qui guidait, quoi. Et qui avait l'air de diriger.
Ça, je ne le savais pas, tu me l'apprends. Mais oui, Maurice m'a dit, quand ils sont passés, parce que je vous ai dit qu'ils arrivaient des deux côtés, je peux vous montrer les deux chemins par lesquels ils sont arrivés. On ira tout à l'heure faire un tour, si vous voulez. Et donc, je suis persuadé que moi aussi, ils ont été aidés, quoi. Persuadé. Carte d'état-major, c'est très détaillé. On peut très bien, le jour, suivre une carte d'état-major et arriver à destination. Mais la nuit, dans une campagne qui est quand même vraiment campagne, ça doit être plus compliqué déjà, j'imagine. Nous sommes ici dans la ferme du Priou. Et le Priou était à l'époque une ferme inhabitée. Je ne dirais pas abandonnée, mais inhabitée. Je vais tourner à peine, juste, mais je reste dans la... Voilà. Et j'imagine que dans cette pièce qui était la pièce à vivre, la pièce de jour, quoi, c'était, je pense, le PC du docteur Reynaud. Le PC du docteur Reynaud. Ici, il y avait des chambres à coucher, puisqu'on aperçoit des fenêtres, là-bas. Ici, les tables, la fenêtre au-dessus. Évidemment, ce qu'il en reste, c'est très bien, mais c'est peu à l'égard de ce que c'était, quoi, on va dire. Là, ce sont des dépendances, probablement des volières ou un machin comme ça. Et en face, tant qu'on y est, nous en parlerons encore, je vais vous y amener là-haut quand même. Il y avait la ferme de la Haie qui était équivalente, c'est une ferme aussi, inhabitée. Et donc, le maquis était donc réparti sur ces deux fermes. Et là-haut, il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes de l'île Andodon en formation. Quand ils ont entendu, les jeunes, c'était des jeunes de 17 ans, il y avait très jeunes, là, il y avait des grands-parents, mais il y avait des grands-pères, mais il y avait aussi de jeunes gens. Ils ont cherché à fuir. Mais les Allemands étaient déjà par là-bas, ils les ont arrêtés, ils les ont ramenés à la ferme, ils les ont fusillés, ils ont mis le feu à la ferme, ils les ont mis dedans et tout a brûlé. Pour dire, voilà. Et il y a eu, on parle de 14 aujourd'hui, mais je crois, alors il devait y avoir des Lillois ici aussi, mais à Guéry sans doute, parce que je crois qu'il y a 22 cercueils qui sont revenus à l'île Andodon, quelque temps après. Quand les identifications ont été faites, l'île a voulu récupérer ses morts, ce qui est légitime. Et je crois qu'il y a 22 corps qui sont repartis à l'île Andodon. Mais dans la ferme des jeunes, je crois qu'il n'y en était qu'une quinzaine. Le docteur Joseph Reynaud entre en résistance en 1943 pour constituer un an plus tard le bataillon Reynaud. Des hommes de différents villages, Lombez, l'île Andodon, Villefranche, Simort, Gaujean, constituent une bonne part de la troupe. Les autres engagés dans le maquis viennent de différents coins de France. Dans l'obligation de faire le STO, le service du travail obligatoire, le docteur Reynaud décide de se cacher de ferme en ferme jusqu'à ce qu'il décide d'organiser le maquis. Ainsi, pendant un temps, il sera hébergé par la famille de Gaston Laforgue, notre grand-père. Le docteur Reynaud engage les jeunes des villages alentours dans son bataillon. C'est par son entremise que Jean-Louis Laforgue, le père de Michou, et Rino Rigoni, mon père, entrent en résistance dans ce maquis. Fin juin, début juillet 1944, le docteur Reynaud organise à la Seube, sur la commune de Villefranche, le maquis dans deux fermes inhabitées, celle du Priou et du Larrey, proche d'un bois, pensant que le lieu était idéal pour une armée de l'ombre. Quelques jours auparavant, un largage par avion leur avait permis d'acquérir des armes et du matériel pour se battre contre les Allemands. Tout semble aller au mieux. Quelques jours plus tard, un largage de tracts les informe que loin d'être en sécurité, ils ont été repérés et doivent quitter au plus vite l'endroit. Ils décident de partir le lendemain matin. Toutes les munitions sont chargées dans un camion. Mais très tôt, dans la matinée du 7 juillet, Jean-Louis Laforgue et Marie-Rose, sa sœur, ma maman, voient passer une cohorte importante d'Allemands sur la département 12 qui passe devant la maison. Inquiet, il décide d'aller en travers bois prévenir les maquisards de l'arrivée imminente des Allemands et Marie-Rose d'aller prévenir Rino Rigoni. Au maquis, Jean-Louis rencontre le docteur Reynaud qui a déjà pris la mesure de l'attaque. Ils sont cernés, ils ont été trahis. Les Allemands viennent de toutes parts, de Boulogne, de Lannemezan, de Masseube, de Villefranche. Le docteur Reynaud intime à Jean-Louis l'ordre de partir parce qu'il n'a plus d'armes à sa disposition. Ce dernier s'enfuit et remonte le bois vers l'est. Au sortir du bois, il constate que les Allemands sont partout. Il pénètre à nouveau dans le bois et arrive à la ferme du Gouault.
Là, le fermier atteste aux Allemands qu'il est son neveu venu leur donner un coup de main pour la moisson. Les Allemands constatent que Jean-Louis a effectivement une carte de travail et ils s'en vont. C'est un grand soulagement pour le fermier et Jean-Louis. D'autres n'auront pas cette chose et seront pris comme otages et fusillés. Pendant ce temps, Marie-Rose arrive chez les Rigoni au village de Gaujean et les prévient de l'arrivée des Allemands. À son tour, Rino prend le chemin pour aller prévenir les maquisards. Au bout du Soulan, il est intercepté par 5 ou 6 Allemands qui veulent le descendre. Maîtrisant l'alsacien, mon père comprend les propos que les Allemands échangent. Ils veulent le tuer. Il remarque ses chaussures neuves, provenant d'un parachutage, et sont de plus en plus persuadés qu'ils ont affaire à un maquisard. Rino se défend et dit qu'il va travailler dans une ferme. C'est à ce moment-là que le chef regarde sa montre et annonce que c'est l'heure de l'attaque. De ce fait, il laisse partir mon père, qui n'emmène pas large et craint qu'il ne lui tire une balle dans le dos. Mais ils sont occupés par l'approche de l'attaque. Les Allemands vont donc se désintéresser de lui. Il a la vie sauve. C'est à ce moment-là que l'attaque a commencé. L'heure diverge selon les témoins, entre 7h et 9h, mais toujours est-il que les Allemands dominent par leur nombre, la qualité et la quantité de leurs équipements. Les maquisards n'ont que des fusils mitrailleurs, tandis que les Allemands ont des mitrailleuses lourdes. Le combat durera environ 2 heures. L'issue en est dramatique. 76 maquisards tués et défigurés par les Allemands. 4 otages innocents pris dans les fermes voisines, torturés avant d'être abattus. Les maquisards ont été enterrés le 9 juillet 1944, le jour des 21 ans de maman. Elle a gardé de ce jour un souvenir très douloureux. Vivre après le drame du maquis. Ce 7 juillet 1944 reste une date importante pour nous, les Rigoni et les Laforgue. Construite, entre autres, autour de ce drame, notre enfance a été somme toute heureuse, mais pas totalement innocente. Il s'en fallut de peu pour que nous n'existions pas. Si dès 1940 les Allemands n'avaient pas chassé les Alsaciens d'Alsace, mon père ne serait jamais venu dans ce petit village gersois rencontrer maman. Le 19 mars 1946, Rino épouse Marie-Rose. Ils viennent s'établir en Alsace à 40 km de la frontière allemande. La vie revient. Ils donnent naissance à 3 enfants. Papa et maman reposent en paix en Alsace, dans la ville de Wittelsheim, dans laquelle ils ont vécu heureux. Jean-Louis restera toute sa vie à Gaujean où il est enterré. Il a eu 6 enfants avec Théodora, Alves de Villefranche. Chaque année, toute la famille Rigoni a débarqué à la ferme pour un bon mois de vacances. Durant ce mois d'été, Jean-Louis et Rino étaient toujours ensemble pour moderniser la ferme. Nous avons de ce fait établi des liens très étroits avec nos cousins du Sud-Ouest. Des questions en suspens. Pourquoi les maquisards n'ont-ils pas changé de camp plus tôt, puisqu'ils avaient été prévenus la veille de l'imminence d'une attaque? Pourquoi le maquis s'appelle-t-il le maquis de Meillan, alors qu'il a été créé sur la commune de Villefranche? Pourquoi les maquisards ne se cachaient-ils pas plus? Comment les ordres étaient-ils donnés et par qui? Nous nous trouvons maintenant dans ce qu'on appelle le carré des otages. Autrement dit, c'est l'endroit précis, l'endroit même où ils tombèrent après le combat du 7 juillet 1944.
Et parmi ces 4 malheureux otages, j'ai connu trois éléments de ce maquis. Et particulièrement un des 4 otages, qui est tombé tout près de moi, tout près ici. Il s'agit d'Abel Bajon. Abel Bajon était quelqu'un dont j'ai le souvenir très précis. Je le revois même visuellement, même si j'en avais 5 ans. Et pour la petite histoire, pardonnez-moi Abel, mais je vais dire, confier, je vais ouvrir mon cœur pour qu'on sache mieux qui vous étiez. Vous étiez un voisin, le seul Gaujanais pratiquement des otages, puisque les autres sont de Villefranche. Mais moi j'ai le souvenir que vous veniez chez ma grand-mère, chez ma reine Julie, tous les jours pratiquement chercher votre paquet de gris. Et j'ai un souvenir impérissable que je n'oublierai jamais, que je dis souvent parce que c'est quand même important pour un enfant. Chaque fois que vous venez chercher votre paquet de tabac, chaque fois, Abel, vous me donniez une petite pièce, je n'oublierai jamais. Merci Abel, merci, reposez en paix. Pour continuer la visite, nous voici maintenant devant la nécropole. Dans cette nécropole, il y a 75 croix, 5 rangées de 15 tombes, mais il y a 76 victimes, 76 morts plutôt, qui ne sont pas là, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pourquoi? Je pense que les 75, c'est pour des raisons de symétrie. Et à l'extrémité de la première rangée, il y a un inconnu avec un nom, avec le résistant Vigneault. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a que 75 croix, pour la symétrie de la nécropole. Mais je tenais à vous y conduire pour vous reparler d'Abel, dont la tombe est ici, Abel Bajon, dont nous venons de parler dans le carré des otages. Lui ne repose pas là. Il repose au cimetière de Gaujan, puisqu'il était Gaujanais. Et la plupart des maquisards qui tombèrent ici le 7 juillet ne sont pas là non plus, parce que les familles les ont récupérés. On peut estimer que dans cette nécropole, il doit y avoir 25 à 30 corps encore. C'est-à-dire probablement les corps des maquisards les plus éloignés des familles. Ils sont tous ici, sauf ceux qui ont récupéré les familles. Je vais vous conduire maintenant devant la tombe d'Yvonne Desgrousilliers. Yvonne Desgrousilliers est le résistant qui a ouvert le feu, qui a engagé le combat, on peut dire, le matin du 7 juillet. Voici sa tombe. Et il est tombé à quelques 300 mètres à vol d'oiseau dans cette direction. Donc quand il a vu les Allemands s'installer, installer les mitrailleuses, il a ouvert le feu. Et malheureusement, je pense qu'il les a ratés, et lui n'a pas été raté. J'en ai connu encore 2 autres, du moins un. Alors ici, j'ai encore un souvenir très personnel d'Antoine Campoy. Antoine Campoy était un réfugié espagnol qui avait fui le régime franquiste et qui était venu se réfugier à Gaujan. Il logeait, pour ceux qui savent, parmi nous, parce que nous avons des amis autour de nous, pour ceux qui savent, il habitait chez Soufaris, autrement dit chez Jojo Lagrolet aujourd'hui. Et lui aussi venait chercher son tabac chez ma grand-mère, chez ma marraine Julie. Un souvenir précis d'Antoine, c'est qu'il venait toujours avec une tortue, sa compagne de l'époque, il avait une tortue comme compagne. Et pour m'amuser, quand j'étais tout petit, je n'avais que 5 ans, je le rappelle, il s'amusait à mettre le pied sur la tortue. Et moi j'avais peur qu'il l'écrase. Et alors je criais et lui riait. Il était très bien, Antoine Campoy. Et j'ai eu la chance, j'ajouterai une anecdote, il y a 3 ans, c'était avant la crise, avant la pandémie, sa famille d'Espagne est venue. Et comme je parle l'espagnol, pas très couramment mais je le parle, j'ai voulu les rencontrer. Donc j'ai rencontré sa famille qui ne le connaissait pas. Moi je l'ai connu et j'ai pu leur en parler et les conduire où il a vécu. Antoine, j'ai un souvenir très précis de vous aussi. Et malheureusement, j'ajouterai que vous avez une triste fin. Il faut le savoir. Il faut savoir que le 7 juillet, vous êtes le dernier. Si Yvonne Desgrousilliers était le premier à tirer, vous avez été, paraît-il, le dernier, jusqu'à épuisement des munitions. Et j'imagine ce qu'a été votre calvaire, parce qu'on vous a retrouvé 8 jours après, c'est-à-dire vers le 15 juillet, du côté de l'arrêt là-bas. Vous aviez tiré tout ce que vous avez comme munitions, épuisé vos munitions. Est-ce que vous étiez blessé? Est-ce que vous avez été tué? En tout cas, on vous a retrouvé mort quelques jours après. J'imagine, Antoine, la souffrance que vous avez dû endurer, de faim, de soif et de douleur. Pauvre Antoine, reposez en paix.
encore une connaissance dont je n'ai pas de souvenir visuel. Mais j'aurais pu très bien vous connaître. Raymond Saint-Tous, voilà, vous aussi, je vous ai certainement connu, mais je n'ai pas de souvenir visuel. Parce que nous sommes nés à quelques centaines de mètres dans le village de Grosjean. On a dû se croiser certainement plusieurs fois. Mais vous travailliez à Tachoir et vous étiez souvent à San de Grosjean. Mais quand même, je dis que je vous ai connu. En tout cas, j'ai bien connu votre maman. Au revoir Raymond. Voilà. À votre gauche, nous avons la tombe du docteur Reynaud. Tombe du docteur Reynaud. Celle du commandant Marcelin. Monsieur Bouet et quelque part ailleurs, c'était les cadres du maquis. Ici, je peux vous parler de l'environnement du maquis de Meillan qui est bien différent de l'époque. Face à nous, dans ce que nous voyons très beau près, avec un grand chêne, il y avait une vigne à l'époque. L'accès ne se faisait pas par le portail et l'allée que vous voyez sur ma droite. Elle se faisait tout le long du mémorial ici. Et les Allemands, pour le combat, étaient cantonnés dans la forêt que nous voyons à ma gauche et à l'opposé, à l'ouest, dans la direction de l'ouest. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a une tombe qu'on aperçoit là-bas. Je vais en parler tout de suite parce que je pense que c'est le moment. C'est la tombe d'Henri Bécane. Henri Bécane est tombé un peu plus loin derrière la palissade. Mais on a rapproché sa tombe, bien qu'il ne soit pas là, la croix est là, mais on l'a rapproché pour des raisons géographiques, si je peux m'exprimer ainsi, parce que les monuments historiques ont acheté cette parcelle, et lui était tombé un peu plus loin. Il était blessé, il a été soigné l'après-midi du 7 juillet 1944, mais il n'a pas survécu à ses blessures. Par contre, quand la parcelle a été achetée par les monuments historiques, la croix a été ramenée dans l'enceinte du maquis de Meillan. Il était tombé dans ce qui était un champ de blé le 7 juillet. Deux autres stèles marquent l'emplacement où l'on a retrouvé les corps des maquisards assassinés. Celle d'Armand Lousteau, située au bas d'un champ au sud du mémorial, et celle d'Armand Gramont, cachée dans le bois à l'ouest de la ferme Larrey, marquant l'emplacement où son corps a été retrouvé 8 jours après le massacre. À ma droite, nous avons le parc autour qui est vétuste aujourd'hui. Et il comprenait à l'époque deux bus, deux autocars pour porter les résistants. Il y avait aussi une voiture. Alors là, pour la petite histoire, si je peux me permettre, je vais poser une devinette à ceux qui m'entourent. Quelle est cette voiture? Quelle marque? Et c'est ce qu'on me dit souvent. Citroën, c'est pas ça. Vous pouvez s'approcher un peu peut-être si Bernard peut me suivre.
Donc ici nous avons les camions. Probablement à ma gauche le châssis du camion de munitions qui est complètement détruit. Et ici les châssis des deux bus. Alors pour revenir un petit peu au récit de tout à l'heure, on peut dire que si je pense que les Allemands ont été bien aidés, il y avait aussi quand même, paraît-il, je ne le certifierai pas, mais une part d'imprudence des résistants qui, m'a-t-on dit, allaient chercher le pain à 6 morts en groupe, 15 ou 20 personnes avec le bus. C'était quand même un peu voyant. Mais ceci, je ne le certifierai pas. Par contre, pour en revenir à ma question, quelle est la marque de cette voiture? Une Oskitch quand même. Non. Simca. Ça y est, tu as trouvé. Quel modèle? C'est une Simca 8. Et cette Simca 8 avait une particularité. On les reconnaît très bien, car on les a connus. Elle s'ouvrait à 2 battants, sans cloison médiane. Autrement dit, si j'ouvre cette portière, et si j'ouvre la portière avant, il n'y a pas de cloison. C'est caractéristique de la Simca 8. Par contre, ceci n'est pas caractéristique. Vous devinez ce que c'est un trou de balle. Et vous voyez un petit peu le calibre de la balle, ça ne devait pas être un pruneau de 5 mm. Il y en a d'autres, je ne sais où. Je pense que c'était la voiture du docteur Renault. Voilà, elle est encore une ici. Voilà. Et il faut savoir que le parc a été mis ici pour le conserver autant qu'à faire se peut. Mais la voiture était, à l'origine, elle était sous les arbres qui sont face à moi. Et les bus, je ne me rappelle plus. Ça a été regroupé ici dans un but de conservation, mais qui est vraiment en mauvaise voie aujourd'hui. À l'instant, nous sommes devant le mémorial du maquis de Meilhan. Ce mémorial, qui a une symbolique bien précise, représente en 4 parties distinctes, 4 phases du maquis de Meilhan. D'abord, il a été réalisé peu de temps après les événements, puisqu'il a été réalisé, je crois, de mémoire en 1948. Et si on va de la gauche vers la droite, on reconnaît nettement dans la première partie, avec les combattants qui sont couchés une arme à la main, on représente la symbolique du combat. Un peu plus loin, sur la droite, on aperçoit un adulte et un jeune homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le père et le fils comme on pourrait le croire, c'est la symbolique des générations confondues. Il y avait au maquis de Meilhan des jeunes et des adultes jusqu'à des grands-pères. Donc cette partie du mémorial représente bien la différence des générations. Un peu plus loin à droite, la troisième partie représente quatre hommes debout. Et je pense qu'il n'a pas besoin d'explication. C'est tout simplement la représentation symbolique des 4 otages. Sans aucune ressemblance, ce sont des portraits, comment dirais-je, tout à fait anonymes. Et malheureusement, plus loin, les croix et les corps allongés, eh bien, malheureusement, ce sont les morts. Donc nous voici maintenant au lieu dit l'Arrêt. L'Arrêt est ce qu'on appelle aujourd'hui la ferme des Lillois. Pourquoi? Parce qu'il y avait ici la majorité de jeunes qui venaient de l'Île-en-Nodon et qui étaient en formation. Donc ils étaient un petit peu séparés du Priou que nous voyons sur notre gauche, et où étaient les maquisards un peu plus expérimentés. Donc ici, quand le combat a commencé et que les jeunes en formation ont compris ce qui se passait, ils ont cherché, on les comprend bien, à s'échapper. Et les Allemands les ont vus, ils les ont rattrapés, ils les ont conduits devant la ferme dont nous voyons les décombres. Tous ces décombres que nous voyons, ce sont les décombres de la ferme elle-même, où ils ont massacré ces pauvres jeunes, ils les ont fait rentrer de force, enfin après les avoir massacrés, ils les ont jetés dans la ferme en flammes. Et voilà aujourd'hui ce qui reste de la ferme de l'Arrêt, avec ce petit bâtiment qui reste 3 fois rien, mais bon, c'est quand même un vestige du passé. Et je pense, pour la petite histoire, qu'il serait bon qu'il y ait une signalétique pour le touriste qui passe, pour le visiteur qui passe, parce que s'il n'y a personne pour expliquer où est l'Arrêt, ben on ne le sait pas. Mis à part le drapeau, les couleurs qui sont là, on imagine bien que... Voilà. Mais bon, voilà l'histoire de l'Arrêt.
de penser à ces malheureux qui étaient dans la jeunesse ont péri tragiquement. Oui. Et alors j'ajouterais que depuis ici on a un très bon point de vue pour voir les fermes des otages. Dont on aperçoit la première dans la futée qui est là-bas. Je crois, sauf erreur, je n'ai pas trop le souvenir vague, c'est la Maurice, je crois, la première. Là. Un peu plus loin, on ne la voit pas malheureusement, mais un peu plus loin en continuant, il y a celle de Prieur, plus loin celle de Bon, et quand on redescend de l'autre côté, il était très loin, celle du pauvre Abel Bajon dont je vous ai parlé. Voilà, il venait de très loin, alors pourquoi les Allemands sont allés le chercher si loin? On se pose toujours la question, on ne le sait pas. On ne le sait pas. En tout cas, ils ont eu un sort tragique, puisqu'ils ont été conduits jusqu'au Priou, torturés et assassinés. Bon, alors pour conclure ce petit entretien, nous sommes ici, comme je le disais tout à l'heure, à La Haye. Et de La Haye, on aperçoit très bien les fermes des otages, chez Laborie en premier, les autres je les ai cités, je crois. Et on aperçoit un château d'eau qui, à l'époque, n'y était pas, bien entendu. Il a été fait plus tard. Et à cet endroit précis, le 7 juillet 1944, mon père, mon papa, qui était plus ou moins, je veux dire, affilié à la résistance, plutôt plus que moins, j'imagine, avec Rino Rigoni, que je citerai tout simplement de son prénom, et Jean-Louis Laforgue. Donc je pense qu'il faisait un noyau de résistants aux gens. Et lui, ce jour-là, travaillait à la ferme de Serres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand il a entendu que ça tournait mal pour le maquis, il est rentré par le chemin de crête que vous voyez là-haut, et il a été intercepté et arrêté par 3 Allemands dans la zone du château d'eau. Ils lui ont demandé ses papiers, mon père les a présentés, il avait sur son épaule des outils de travailleur des champs, donc ça s'est bien passé, mais je me rappelle d'une anecdote qu'il m'a racontée. Parmi ces 3 Allemands, qui n'était vraiment pas trop mauvais apparemment, il y avait un gamin de quelques 15 à 17 ans, on va dire tout jeune, probablement un relais de force, qui pleurait à chaudes larmes. Je pense que ceux qui venaient de vivre l'avaient profondément marqué, et c'est un souvenir que je garde de cette rencontre de papa avec les Allemands. Il y a autre chose que je peux ajouter aussi, en haut de la côte, qui est voisine du château d'eau. On a trouvé 3 corps un peu plus tard. En fait, les Allemands avaient fait 2 ceintures pour assurer une bonne maîtrise des lieux. Quand les résistants franchissaient la première ceinture, souvent ils se faisaient prendre la 2e ceinture. Et en haut de la côte, près du château d'eau, on a trouvé 3 corps qui en avaient franchi une et pas l'autre. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Meilhan, du moins à ma connaissance. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les effectifs, c'est l'armée de la France. Contre nazis et miliciens, sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis.